cette cour est plus, moi je l'avais plus intime que l'autre, trop en ouverture. Bon, Vincent Nemeth, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la cour carrée du Louvre. Pas la cour carrée, la cour, la pyramide, l'entrée. Oui. La cour carrée est derrière nous là-bas. Donc nous sommes dans la cour du Louvre. Absolument. Et on peut dire que vous êtes dans votre élément. Parce que dans le film de Sokurov, vous êtes Napoléon. Et on peut dire que Napoléon était le créateur du musée du Louvre. Le musée, ça a été établi d'abord par la Révolution française. Enfin, c'est surtout Napoléon qui a apporté énormément d'œuvres de toute l'Europe, avec toutes les guerres qu'il a pu faire et tous les butins. Voilà. Donc, effectivement, c'est un peu son élément, mais en même temps, c'est le Louvre, ça dépasse largement le cadre de Napoléon, même si c'est lui qui a initié énormément toutes les collections égyptiennes, la peinture italienne. Autre personnage alors, comment vous percevez Napoléon? Comment elle était perçue par Sokurov? Entre Sokurov et Napoléon, là c'est un grand dialogue qui s'est établi, c'est-à-dire même un dialogue entre lui et moi pendant tout le tournage. C'était en fait la rencontre que j'ai eue avec lui, c'était dans cette fascination et cette interrogation sur cette figure qui partout en Europe est quand même considérée comme un grand dictateur. En France, c'est plus ambivalent, je dirais, le regard sur Napoléon. Il y a à la fois une grande fierté, une volonté d'oubli, parce que bon, ça a quand même été quelqu'un qui a fait des guerres à l'Europe entière, mais au départ, c'est quelqu'un qui a sauvé la République. Donc c'est très ambivalent, la position et le regard d'un Russe sur Napoléon, bien sûr. Enfin, il a toujours fasciné toute l'Europe. Avant d'être détesté, il a fasciné tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait, je sais pas, c'était... Enfin, si, j'ai des éléments de réponse, mais qui sont des interrogations aussi, qui sont que c'était quelqu'un d'une extrême intelligence, il était très très bien conseillé aussi pour toutes les œuvres d'art, mais c'était simplement des butins, ça c'est sûr, ce sont des butins de guerre. Il a ramené ça comme une représentation du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir fasciné par le pouvoir de l'art sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a une fascination, toute cette beauté, toutes ces œuvres, tous ces regards, toute cette peinture, toutes ces sculptures, c'est notre culture, c'est ce qui nous constitue. Et donc Napoléon est fasciné par ça. Enfin, en tout cas, moi tel que je le vois dans le film, c'est quelqu'un qui est à la fois fasciné par ça et ne comprend absolument pas cette fascination. Parce qu'en fait, lui, il est plutôt dans une espèce de recherche de la conquête, quoi, de la conquête sur les hommes, sur les territoires, c'est la problématique du pouvoir, quoi, qui en fait est vide. C'est une place vide, donc elle se remplit de quoi? C'est vrai que l'art, d'un seul coup, est un grand ennemi à la fois, parce qu'il exerce quelque chose que lui ne comprend pas vraiment, je dirais. Enfin, en tout cas, moi, tel que je l'aborde dans le film, c'est une interrogation. C'est pas un collectionneur, c'est pas un amateur d'art à proprement parler. C'est-à-dire que du haut de ces pyramides, 20 siècles d'histoire nous contemple. Ce qui importe à Napoléon, je dirais, c'est que 20 siècles d'histoire nous contemple. Mais c'est pas l'interrogation sur l'art lui-même en tant qu'art, en tant qu'acte créateur, en tant qu'acte de transcendance. C'est un personnage presque burlesque. Je dirais qu'il a une ironie tendre de la part du réalisateur. Ça, c'est de la part du réalisateur, mais c'est aussi, oui, c'est-à-dire qu'il y a toute cette ironie sur le fait que Napoléon soit présent là, aujourd'hui, devant toutes ses œuvres d'art, devant lui-même, devant ses propres représentations. Parce qu'il y a eu cet art de la représentation. Dans le film, il n'y a pas le tableau de Ingres, le tableau du consul, où Napoléon est en rouge, magnifique portrait. Quand j'ai rencontré Alexandre la première fois, je lui ai parlé de ce portrait, de la fascination que j'avais eue en étant face à ce portrait. J'étais halluciné de la beauté de cette peinture et de portrait, et de la projection absolument incroyable c'est l'art du peintre, bien sûr, mais il y a aussi la volonté de Napoléon de se faire peindre comme ça. Comme un être, il y a à la fois un très grand romantisme, une très grande finesse, un très grand raffinement, et une chose totalement égotique, quoi, dans ces portraits. C'est un sublime portrait. Est-ce que vous étiez étonné par la façon dont Sokurov filme cette histoire de Louvre? Au fait, c'est une réflexion de Sokurov, repeint russe, l'artiste,
qui est au milieu de tout cela. C'est comme un monologue de Sokurov qui traverse tout le discours cinématographique. Il est très important dans le film. Il est le personnage central, il est le personnage au départ qui est sur cette interrogation. En fait, à la fois on sent, il y a une interrogation un peu douloureuse, je dirais, de cette non-compréhension de l'Europe occidentale, de ce qu'a pu vivre la Russie, de ce déchirement de la Seconde Guerre mondiale, de cette différence de traitement aussi. Paris n'a pas été détruite, Leningrad a été détruite pendant la guerre. Enfin, il a dit oui, aux millions de morts. Et là, il souligne cette comparaison. En France, il y a eu cette drôle de guerre qui s'est arrêtée très vite. Et puis Pétain qui est arrivé, cette collaboration avec l'Allemagne, qui n'a pas été, heureusement, n'a pas duré. Enfin, heureusement, il y a eu des alliés, et puis voilà, l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais il y a eu ce moment quand même de collaboration et d'arrêt des combats qui fait que le Louvre et Paris est resté non bombardé. Ça a été des rares villes. Il y a plein d'autres villes, même Londres a été bombardée. Est-ce que c'est lié avec la fascination des Allemands pour Paris, qui était quand même considérée comme la capitale de la culture européenne? Oui, c'est vrai. Ça reste une interrogation pour moi et pour lui aussi, je pense, parce qu'en fait, ça aurait très bien pu être bombardé à un moment donné. Des dispositions ont été prises pour que ça soit bombardé, mais en même temps, le fait est que ça n'a pas été bombardé et que les collections du Louvre, contre toute attente, n'ont pas été pillées, ont bien été conservées, ont été gardées cachées, justement, à travers cette histoire singulière de la rencontre du Kunstschutz allemand et de Jacques Jordan. Mais de toute façon, Sokurov, il dit sans arrêt que la France et l'Allemagne, ce sont des sœurs, des cousines. On fait souvent la guerre. Souvent, mais quand même, en même temps, ils se considèrent en tant que cousines. Et c'est pour ça que les Allemands ont été quand même beaucoup plus tendres avec les châteaux, les œuvres d'art, tout ce qu'on trouvait en France, qu'en Russie. À un moment donné, il y a un document du commandement allemand aux soldats, qui s'adresse aux soldats. Aux soldats, comment bien se traiter dans les châteaux en France, comment ne pas créer de feu, de faire voilà. Tandis qu'en Russie, on sait que même la maison de Tolstoï, par exemple, a été brûlée, etc. Donc, je pense que c'est une idée qui tourmente aussi Sokurov, parce que Sokurov, en regardant les tableaux, en filmant les visages sur les portraits du Louvre, il souligne toujours cette idée que nous sommes proches, que nous, les Russes, nous faisons aussi partie de l'Europe, de la culture européenne. Et pour lui, c'est une idée douloureuse et amère de dire que pourquoi vous voulez pas nous admettre dans cette famille européenne. Nous sommes ensemble, nous... Oui, mais alors là on rejoint les choses politiques, mais on a senti une grande proximité avec lui, dans le travail d'abord. Cette chose qui est une idée dans le film peut-être et qui est de l'histoire, n'est absolument pas vraie dans le rapport avec lui. Il y a une très grande proximité avec lui immédiate. Bon, après, on a chacun, nous acteurs, on a des parcours chacun. Moi, je sais que j'ai travaillé plusieurs fois avec des Russes. On a quand même en France vu beaucoup de spectacles russes, avec des acteurs russes. Donc, et puis, on sait très bien que tout le théâtre occidental, au début du XXe siècle, a été énormément influencé par le travail des Russes. Dans la danse, ça a été pareil. Donc en France, on sait qu'on est... Quand on a travaillé, qu'on a rencontré des gens, on sait combien on est redevable au travail des Russes. Voilà, Tchekhov, dans l'art dramatique, a apporté tellement de choses. Justement, Tchekhov, parce qu'au début du film. Oui, comment vous comprenez cette idée qu'au début, il interroge Tchekhov et Tolstoï? Parce que ce sont les grandes figures qui ont à leur époque déjà annoncé des choses qui sont les choses que nous sommes en train de vivre. Enfin,
il me semble. Donc ils les interrogent à juste titre, parce que ce sont des gens qui étaient annonciateurs de plein de choses. Donc ils les interrogent en disant, voilà, on en est là, donc maintenant qu'est-ce que vous avez à me dire? Réveillez-vous, quoi, réveillez-vous. C'est des choses magnifiques. De toute façon, oui, c'est des choses très, très, à la fois on sent, c'est pas du tout de la théorie, on sent que c'est une chose très intime de la part de Sokourov de questionner. Et qu'est-ce qui vous avait ému le plus? Quand j'ai travaillé avec, quand je l'ai rencontré, je n'avais pas vu ces films. Moi, j'avais juste vu quelques images de Moloch. J'ai été fasciné par la manière de filmer les acteurs et d'avoir des ambiances absolument incroyables, quoi. Donc, très vite, j'ai vu ces films, beaucoup de films. Et un des films qui m'a le plus fasciné, enfin, ils m'ont tous fasciné, mais il y en a un qui était proche de notre thème, qui était le film Élégie de la traversée, qui est l'histoire d'un voyage quelque part entre la Russie et Rotterdam, le musée Boijmans. En fait, c'est lui-même qui fait un voyage pour aller voir des œuvres dans ce musée. Mais c'est une traversée, c'est une élégie, en même temps, tout arrive comme par magie, il n'y a pas de plan préétabli, c'est pas un voyage organisé à l'avance en disant je dois me rendre, c'est une espèce de traversée comme ça qui l'amène devant des œuvres de ce musée. Et il arrive devant la tour de Babel. Il y a plusieurs tableaux, il y a des tableaux hollandais, des tableaux. Il a cette manière de peindre, de filmer la peinture, qui moi me touche beaucoup. Il fait vivre, il fait revivre. Il nous fait revivre l'acte créateur, enfin du peintre, quoi. On est avec le peintre et on vit avec le peintre. On est avec les interrogations du peintre sur la vie elle-même. Mais de toute façon, lui-même, il est toujours peintre dans ce qu'il filme, parce que c'est comme les tableaux, ces films, on peut les considérer aussi comme les tableaux. Mais pourquoi? Parce qu'il en parle de ça, il dit que le cinéma, c'est... Voilà, il dit qu'il n'aime pas le cinéma, que c'est... Voilà. Mais... Enfin, qu'il n'aime pas le cinéma. Pour lui, c'est pas un art majeur, pour lui, son inspiration, c'est la littérature et la peinture. Mais bon, on comprend très bien, le cinéma est un art du plat. Voilà. Il dit les tentatives, les trois dimensions au cinéma, c'est quelque chose de fou, quoi. Non, mais il est dans les deux dimensions, on le comprend tout à fait, avec sa compréhension de la peinture. C'est quelque chose d'assez magique. Parce que c'est ça, l'acte créateur, c'est quelque chose qui est très intime à la vie, qui est lié à notre rapport à ce qui nous touche vraiment et à ce qui nous constitue. C'est dans le film l'interrogation de Jaujar à un moment donné sur ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il en est, quelle est sa position en tant qu'homme d'État français, dans un État qui est plus dirigé par la France et qui a été quitté. Il s'interroge et à qui il pose-t-il la question? Il pose la question à Saint-Jean. C'est juste incroyable, quoi. Enfin, on est dans les summums de la culture occidentale, c'est-à-dire Léonard de Vinci, c'est le raffinement même de l'expression humaine et plus qu'humaine, je dirais. Enfin, on est dans quelque chose de la transcendance, on est dans une interrogation qui est quand même assez forte. Vous êtes toujours accompagné, presque toujours accompagné de Marianne. Et Marianne, elle ne dit que 3 mots. Égalité, fraternité, liberté. Oui, mais parce que c'est aussi une autre grande figure qui a constitué cette République française, pour qui les valeurs enfin, alors on ne sait pas si c'est ironique ou pas, c'est toujours un peu une question. Est-ce que cette figure de liberté, égalité, fraternité fait que... parce qu'on est quand même au moment de la Seconde Guerre mondiale où il y a la plus grande catastrophe qui arrive et où ces termes-là n'ont plus aucun sens. Et en même temps, tout ça est dit devant le radeau de la Méduse, qui est quand même ce moment où l'humanité est réduite à une survie terrible, où les gens s'entretuent et se mangent pour survivre. Mais surtout, vous savez, pour juste cette idée que pour lui Louvre, c'est aussi l'éternité. Et devant l'éternité, ces 3 mots, et ce sont que des mots, en fait. Ils ont beaucoup moins de sens que l'œuvre d'art, que la beauté de l'œuvre d'art. Ça a été un moment important, mais il y a eu beaucoup plus de moments où en fait Napoléon est seul. Seul avec l'auteur, seul avec Sokourov en fait. Je l'entraîne dans le musée, on se retrouve, on a sans arrêt des discussions. Avec Marianne, c'est sans arrêt plutôt une défiance en fait. Il y a toujours une défiance entre Marianne et Napoléon. Ces 2 figures en fait qui sont... Marianne est juste un peu extatique comme ça vis-à-vis de l'art. Elle est dans cette espèce de... Napoléon est beaucoup plus sombre, beaucoup plus jaloux, beaucoup plus
comprend pas du tout cet amour de l'art, cette fascination. Je sais pas, j'en ai jamais vraiment parlé avec Alexandre Sokolov, on n'en a pas vraiment discuté clairement. Mais quelles étaient les indications qu'il vous donnait durant le tournage? Un matin, il est arrivé avec comme ça toute une documentation sur les rapports de Napoléon avec l'art, avec le musée, avec le Louvre. Et voilà, à un moment donné, il m'a demandé d'improviser là-dessus. Il m'a dit, mais voilà, là, on va faire un mouvement de caméra, on sera là, tu me parleras de ça, tu me parleras de ça. Donc voilà, ça a été des moments assez extraordinaires, et en même temps qui donnent le vertige pour un acteur, parce que voilà, il faut prendre en charge ces choses-là, sans que les choses soient précisément écrites. Alors évidemment, on dialoguait, on me parlait en russe. Concrètement, ce qui est intéressant dans le film, sur le tournage, c'est que lui parlait tout le temps en russe. Moi, je ne parle pas, j'essaie de l'apprendre un petit peu, mais voilà, je ne vais pas du tout. Voilà, il y avait un traducteur. Donc il y avait toujours ce temps de la traduction, de la direction en russe et de la traduction en français. Donc il y avait toujours ce temps-là. Et pendant ce temps-là, on était filmés, toujours. Donc ce temps d'écoute, ce temps a toujours été très, très important et très productif en fait dans le film. Parce que ça créait cette tension, cette chose qui faisait qu'on était totalement en écoute, et doublement en écoute. D'abord d'une langue qu'on ne comprenait pas, mais on comprenait parce qu'il nous parlait, donc ses inflexions de voix et ce qu'il nous disait, on le comprenait, on sentait quelque chose. Et à la fois, on avait le sens complet dans la traduction en français par la suite, et on n'agissait qu'après ces deux indications. Donc il y avait toujours ce double temps de la langue originale, de l'écoute comme ça, ensuite de sa traduction, et ensuite de notre propre réaction à ça, et notre proposition. Donc c'est en 3 temps. En fait. Grand réalisateur, mais étranger quand même, qui fait un film sur Louvre. Non, pour moi, au sein de l'équipe de tournage, pas un instant. Même, je dirais même le contraire. C'est même le contraire. Surtout toute l'équipe qui travaillait pour Alexandre connaît son travail, connaissait son travail, est absolument dévoué à Alexandre. Il n'y a absolument pas il y a une légitimité absolue de faire un film sur le Louvre. Même ce serait quelque chose qui serait en France. Je veux dire, justement parce que c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est que sa culture russe, enfin, il est à la fois totalement sa culture européenne, enfin russe, mais européenne aussi. Enfin, c'est très curieux d'ailleurs le sentiment que j'avais parce que à la fois on se dit qu'au cinéma on doit attendre, il y a beaucoup d'attentes, etc. J'ai jamais eu l'impression d'avoir attendu. C'est un processus, en fait, on est en travail en permanence. Quand on arrivait, on se préparait, se maquillait, il n'y avait pas de temps d'attente. Tout était en permanence en travail. Il n'y a pas de j'attends parce que les autres font leur travail, ils font leurs éclairages, ils préparent le cadre et moi j'arrive après, je vais faire mon travail à moi. Non, on était dans un travail permanent. J'ai pas eu le sentiment d'attendre. J'étais tout le temps en production. Enfin, dans un processus qui était de faire ce film avec cette équipe-là, à ce moment-là. La nuit en plus, la plupart du temps, parce qu'on tournait la nuit au Louvre, c'était des moments absolument magiques, d'être comme ça pendant des heures. Une équipe petite, réduite devant la Joconde, sans aucune sécurité. Enfin, ils avaient dû enlever la rambarde de sécurité pour qu'on puisse tourner devant. Donc, en plus, la Joconde avait été spécialement éclairée pour le film. C'est fascinant d'un coup d'avoir ce temps de voir la Joconde alors qu'on ne peut plus jamais la voir. Quand on va au musée, on ne la voit pas. Il y a trop de monde devant, il y a la queue, c'est pas possible. C'est rarissime, ce sont des moments très rares. Et je pense que ces moments-là, justement, ça aussi, ça fait partie du film. Ça fait partie du film aussi. Mais quel est votre rapport personnel avec Napoléon, vous, Vincent Nemeth? Moi, ça a été quelqu'un que j'ai interprété, mais j'ai lu beaucoup de choses sur Napoléon pour me préparer. J'ai demandé à Alexandre ce que je devais lire, s'il avait des choses à me conseiller, etc. Il m'a dit non, tu lis ce que tu veux. Mais bien sûr, tu prépares. Donc moi, mon travail, c'était d'arriver d'être Napoléon, peu importe comment, mais c'était d'être Napoléon. Donc ça, c'est assez formidable. Moi, j'arrive, je m'habille et je suis Napoléon, c'est tout. Et vous étiez Napoléon, c'était assez incroyable de vous voir parce que moi je vous connais dans la vie réelle, on peut dire, et donc il y avait une ressemblance extraordinaire. Voilà, parce que vous avez réussi à ressembler à l'empereur. Ça, ce sont les aléas des. Non, c'est l'art des maquilleurs. Ce que j'ai dit. Il y avait une chose, la première fois que j'ai rencontré Alexandre Sokolov, c'était absolument magnifique, c'était absolument incroyable. Il me serre la main, il me regarde dans les yeux, il me demande de m'asseoir, je m'assieds, et il me demande qu'est-ce que ça vous fait d'être Napoléon.
C'est-à-dire que je comprenais instantanément qu'il me donnait le rôle. On ne s'était jamais vu, je ne l'avais jamais rencontré. Je pense qu'il ne m'avait jamais vu ni au théâtre ni nulle part. Simplement, il a voulu me rencontrer, il me voit et il me dit « Qu'est-ce que ça vous fait d'être Napoléon ?» Vous êtes l'acteur du théâtre et du cinéma français, mais je sais que vous avez eu aussi une expérience avec les metteurs en scène russes. Alors j'ai travaillé avec un metteur en scène au théâtre qui s'appelle Yuri Pogrebitchko, mais dans des ateliers à chaque fois, ici à Paris et ensuite à Moscou. Et ça a été des rencontres, voilà. Mais j'ai eu plusieurs propositions à la fois. On m'a demandé, j'ai plein d'amis qui ont travaillé avec Anatoly Vassiliev, par exemple. Il a été plusieurs fois question que je parte à Moscou, travailler là-bas, etc. Et en fait, ça ne s'était jamais fait, voilà. Parce que j'avais d'autres engagements par ailleurs. Donc comment est-ce que la francophonie a été accueillie à Venise? Ça a été vraiment un très très beau moment, on va être très émouvant parce qu'il y a eu à la fin de la projection, dans la salle, une projection, la salle Grande, au Lido, 10 minutes d'applaudissements quand Sokourov s'est levé, quoi. Donc, il est très aimé là-bas. En Italie, il est aimé partout, je crois, mais particulièrement les Italiens ont vraiment un grand amour de Sokourov. Et la presse italienne, je sais que vous parlez italien, donc vous Oui. avez pu voir un peu la presse italienne. La presse italienne donnait le film favori pour le Lion d'Or, en dépit du fait qu'on savait qu'il avait eu le Lion d'Or il y a 4 ans, qu'il y avait peu de chances qu'il y ait à nouveau un Lion d'Or à si peu d'intervalle, quoi. C'était pas... Nous, on savait, enfin on s'était dit qu'il y aurait rien, que le film n'aurait rien, parce que voilà. Et en cours de festival, on s'est dit ah oui, mais peut-être parce qu'il y a tellement un accueil tellement extraordinaire de la presse italienne, mais pas que, il y a la presse anglo-saxonne aussi. Voilà, il disait que le film méritait le Lion d'Or, quoi. Des choses quand même. Et en France, vous avez assisté aux projections privées parce que le film n'est pas encore sorti. Il va sortir le 11 novembre dans les salles en France. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant un peu de la réaction des Français? Parce que c'est un film qui tient passionnément à l'histoire de France, qui parle de l'histoire de France. Oui, qui parle un peu de la réaction des Français pendant l'arrivée des Allemands à Paris. De cette collaboration qui s'est établie à ce moment-là, de la paix qui a été signée. Enfin, voilà. Il a dit qu'il a été acheté. La paix a été achetée. Donc c'est un mot fort, ce qui est vrai d'ailleurs. Et on le comprend pourquoi. On comprend très bien pourquoi. En France, on ne parlera jamais de cette chose-là de cette manière-là, bien sûr. Donc je comprends que ça puisse peut-être choquer certaines personnes en France. Moi-même, je n'ai pas été choqué, mais moi-même, je me suis dit, waouh, c'est tout à fait normal, bien sûr, évidemment. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Mais en France, on ne parle pas beaucoup de choses qui dérangent, qui dérangent la France, qui dérangent l'idée sacro-sainte de la France, qui doit être la France, etc. On n'a pas le droit d'avoir de la honte. Enfin voilà, l'Algérie, on n'en a jamais parlé, il n'y a jamais eu de film sur l'Algérie vraiment, de ce qui s'y est vraiment fait. Il n'y a jamais de vrai. Quand on voit des films sur la Seconde Guerre mondiale en France, c'est à vomir à chaque fois, de toute façon. On a l'impression que tout le monde était plus ou moins résistant. Oui, c'est ça, tout le monde a été résistant. Alors on fait quand même qu'il y en a qui ont été collabos, alors c'était les méchants. Alors c'était les méchants, donc vite, le méchant collabo, tout le monde est contre lui, et puis il va mourir de toute façon, donc où il sera tué, on aura vengé l'honneur de la France, etc. Mais toute la France avait le sens de l'honneur, et toute la France, c'est un discours lénifiant, épouvantable. C'est absolument incroyable qu'il n'y ait aucun film vraiment courageux sur cette période-là, sur l'attitude des gens, leur peur, leur terreur, et le fait de ne pas vouloir effectivement crever. Donc il y en a qui effectivement ont eu des compromissions, mais c'est normal, c'est la vie, mais pas ce qui intéresse. Enfin, je sais pas, ce que ça raconte, c'est qu'on est même tous sur le même bateau en fait, avec notre patrimoine, enfin, avec notre culture, avec notre conscience, avec ce qu'on est capable de faire, avec des choses extraordinaires qu'on est capable de faire. Et d'un seul coup, bien sûr, il y a cette chose périlleuse. Et d'ailleurs, alors, qu'est-ce qui a fait aussi que ça a été accueilli avec une si grande force à la Mostra? Moi, je me suis rendu compte pendant la projection du film, ça a été incroyable, je n'y avais jamais pensé, je l'avais vu avant, le film, je l'avais vu une première fois, mais pendant la projection, avec du monde, en salle, devant un très grand écran, d'un seul coup, il y avait la présence des destructions massives d'œuvres d'art au Moyen-Orient. D'un seul coup, Palmyre était là. Mais vraiment très fortement, j'y ai pensé. Et je me suis dit, mais tout le monde est en train d'y penser.
tout le monde était en train d'y penser. C'était très très fort. Le film reste... Enfin, c'est pas direct, c'est quelque chose qui fait penser indirectement, parce que la thématique, malheureusement, est celle-là. C'est qu'est-ce qu'on fait au sein d'un moment où d'un seul coup la barbarie s'exprime, où les gens s'entretuent, où les gens expriment une violence incroyable. Qu'est-ce qui reste de notre culture, de notre interrogation, de notre raffinement? Parce que pour arriver à faire ces œuvres d'art, il faut un raffinement extrême de la pensée, il faut un raffinement extrême de nos connaissances. Enfin, donc c'est d'un seul coup, c'est mettre ces deux choses-là, la barbarie d'un côté destructrice et cette capacité extraordinaire de faire des œuvres qui sont des miroirs absolument fabuleux de notre conscience, de notre intelligence. Donc c'est ça, se dire, c'est cette chose d'un seul coup de... Oui, c'est cette métaphore du bateau pris dans la tempête, bien sûr. Bon, mais c'est vraiment ça, d'un seul coup. Et c'est présent tout le temps. Donc c'est pour ça que le film a été accueilli avec beaucoup d'émotion en Italie. En plus, on était dans une ville, on est à Venise. Venise exprime même cette fragilité-là. La mer, voilà, toutes ces œuvres, cette ville qui est sertie comme un bijou, quoi, qui est très fragile, avec les flots qui arrivent, qui peuvent la dévorer, qui va peut-être disparaître un jour. Et donc c'est cette interrogation-là qui est qu'est-ce qu'on fait, quoi.